Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné cette semaine la Suisse pour atteinte à la liberté d'expression dans l'affaire du nationaliste turc Doğu Perinçek. La Suisse avait reconnu coupable de discrimination raciale et sanctionné pénalement le dirigeant du comité Talat pour avoir déclaré publiquement que le génocide arménien était un mensonge international. S'agit-il d'une banalisation de l'acte et de l'expression négationniste par cette Cour européenne des droits de l'homme, qui est censée certes défendre la liberté d'expression, mais surtout quand celle-ci ne porte pas atteinte au principe de dignité humaine et ne va pas à l'encontre du combat contre justement le racisme et la xénophobie? S'agit-il d'un acte politique, fruit d'un lobbying d'État? Et quel État? Celui qui est capable de faire dire à un Lewis le contraire de ce qu'il a écrit noir sur blanc dans l'un de ses livres dans les années 60 à propos du génocide arménien, ou faire mener à un Badinter le combat inverse de celui défendu il y a une quinzaine d'années à propos du même génocide? Est-ce que l'arrêt de la CEDH est définitif, et que dit finalement la Cour européenne des droits de l'homme? Que le négationnisme est un acte non punissable, qu'au nom de la liberté d'expression, tout peut être permis? Et pourquoi fait-elle la distinction entre l'Holocauste juif et le génocide arménien? Et bien d'autres questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui avec nos invités Rafik Al-Fayan, juriste et fondateur et directeur exécutif d'Agir, ancien secrétaire général de la FIDH, avec Harut Mardirossian, représentant du comité de défense de la cause arménienne et du bureau français de la cause arménienne, Sevak Torossian, avocat et membre du comité scientifique de l'Institut de droit pénal, Sarkis Shahinian par téléphone depuis la Suisse, qui est président d'honneur de l'association Suisse-Arménie, et la députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Je rappelle nos invités qu'ils pourront nous appeler au 01 43 53 20 74. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent nous écrire à réagir@radio-hypefm.com à partir de 11h, et ceci pour apporter leur opinion sur cette question, mais aussi peut-être aussi poser des questions à nos invités. Alors, avant de nous lancer dans la compréhension de cet acte de la Cour européenne des droits de l'homme, les conséquences, parlons de ce qu'est la Cour européenne des droits de l'homme, Rafik Al-Fayan. De qui dépend cette Cour et sur quelle base, depuis quand existe-t-elle et sur quelle base elle prend des décisions, non seulement sur le génocide arménien évidemment, mais sur toutes les questions qui viennent devant elle. Très bien, merci. La Cour européenne des droits de l'homme est en fait née de la mise en place de la Convention européenne des droits et libertés individuelles, des droits de l'homme en Europe. Je vous rappelle que cette convention a été mise en place par les États fondateurs du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 47, ces États. La Suisse, donc, en est membre. La Turquie est un des membres fondateurs, d'ailleurs, de ce Conseil de l'Europe, et donc adhère à la Convention depuis le début. La Cour européenne des droits de l'homme a donc été créée pour vérifier, dans le cas de requêtes individuelles, donc qui peuvent venir de n'importe quel citoyen des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, dont l'Arménie, bien entendu, vérifier que donc les droits inclus dans cette Convention européenne des droits de l'homme ont été respectés. Alors, avant qu'un citoyen puisse accéder à cette instance donc régionale, c'est une instance donc juridictionnelle régionale,
il faut que le citoyen ait épuisé tous les recours internes, c'est-à-dire tous les recours auprès des tribunaux du pays dont il est citoyen. Dont il est citoyen ou dans lesquels il a été condamné, peut-être. Oui, exactement. C'est en tout cas le cas pour Perinček. Monsieur Perinček a effectivement épuisé ses recours, puisque c'est le tribunal fédéral donc de Lausanne qui a rendu le dernier arrêt, et c'est cet arrêt qu'il a contesté auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, justement, cette Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs il faut dire que des citoyens arméniens, juste pour l'information, ont recours aussi à cette Cour pour protester contre les décisions des tribunaux arméniens et souvent, depuis quelques années, ils ont gain de cause grâce à cette Cour. Donc c'est une Cour, en principe, il faut le dire, qui a le mérite d'exister parce que effectivement, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très important. C'est même plus que ça. Aujourd'hui, c'est certainement la Cour qui a le plus d'intérêt au niveau des droits et libertés. C'est même aujourd'hui la balise de sauvetage des libertés et des droits des citoyens en Europe, et notamment pour ces ex-pays soviétiques. Et c'est vrai que l'Arménie est membre du Conseil de l'Europe depuis 2000, donc c'est assez récent. Et la plupart des pays donc de l'ex-Union soviétique sont rentrés assez tard dans ce dispositif. Et cet instrument est formidable pour les citoyens parce que c'est vraiment une cour qui permet de rétablir les droits des citoyens. Et en Arménie, c'est vrai qu'il y a des condamnations très régulières contre l'Arménie. Rafik Alféan, il faut quand même dire pour la compréhension pour nos auditeurs que l'Arménie a aussi un représentant auprès de cette cour, mais que dans l'affaire de Perinček, les représentants arméniens, turcs, etc., qui sont concernés par l'affaire, ne prennent pas part. Ah ben non, mais ça c'est pas propre à la Cour européenne des droits de l'homme. Dans toutes les affaires, c'est comme ça. Et dans cette affaire, donc, il y avait un requérant, donc celui qui a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, qui était Dogu Perinček, et le défendeur, c'est-à-dire celui qui l'avait condamné, qui était donc la Suisse en tant qu'État. Voilà. Alors, il se trouve que devant la Cour européenne des droits de l'homme, il peut y avoir des tiers qui demandent à intervenir. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. La Turquie, en tant qu'État, a demandé à être donc intervenant auprès de la Chambre donc de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est à ce titre qu'elle est intervenue, parce que en tant que haute partie contractante du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, elle en a le droit. Comme l'Arménie, comme tous les États membres qui sont haute partie contractante, ils en ont tous le droit. Cela étant, cette demande d'intervention, donc de tierce intervention, est soumise malgré tout à l'approbation du président de la Chambre. Alors, est-ce qu'on sait si l'Arménie est intervenue ou pas ? Écoutez, on l'aurait su parce que ça serait apparu dans l'arrêt. Bien évidemment, non. Alors, vous imaginez bien que j'avais la réponse. Donc, c'était pour passer à une deuxième question. C'est est-ce que l'Arménie a fait des pas pour pouvoir, justement, peut-être que c'est le président, comme vous l'avez dit, qui n'a pas accepté que l'Arménie puisse intervenir comme la Turquie l'a fait. Est-ce qu'il y a eu des démarches ? Non, il y a eu aucune démarche. Ça, on en est sûr. Mais je pense qu'on y reviendra après parce que il se trouve que si jamais la Suisse, demandait à porter cette affaire devant la Grande Chambre, qui est la Chambre suprême de la Cour européenne des droits de l'homme, l'Arménie pourrait, il y a un dispositif qui est prévu pour ça, demander à être tierce partie intervenante auprès de la Grande Chambre. Donc ça veut dire qu'il est toujours possible pour l'Arménie ou pour une autre instance représentative des Arméniens d'intervenir à ce moment-là.
Alors nous allons voir avec Sarkis Shahinian, qui est le président d'honneur de l'association suisse Arménie qui est à Genève, quelles ont été déjà les réactions en Suisse face et suite à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Sarkis Shahinian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quelle réaction en Suisse? Est-ce que, comme nous, les Suisses, j'allais dire, sont effondrés ou est-ce qu'ils s'en foutent un petit peu de cette question? Non, ni l'un ni l'autre. Bon, parler d'effondrer, c'est un peu exagéré, mais il faut comprendre que la Suisse se voit remise en cause dans son état de droit, dans son indépendance du droit, et ceci, bien évidemment, est en train de gêner et l'État et le peuple. Donc, la communauté politique est en train de prendre position. Les médias ont réagi immédiatement. Il y a eu des interventions de part et autre, donc pour le recours de la part de la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. D'autres, comme le Parti populiste, l'Union démocratique du centre, se préparent en ce moment déjà à déposer une motion lors de la session parlementaire de mars visant à moindrir, voire abroger la loi antiraciste. Donc, je constate qu'on est en plein débat. Alors, deux mots, si oui. possible, Sarkis Shahinian, sur la loi en elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Sur quelle base Doru Perinček il a été justement condamné il y a quelques années, en 2007? Bon, en fait, la base de la loi, c'est la discrimination raciale, c'est-à-dire que personne n'a pas le droit sur un moteur raciste discriminatoire de remettre en cause un génocide ou tout autre crime contre l'humanité visant justement à atteindre la dignité humaine d'un groupe de personnes ou d'individus. Donc ça c'est en deux mots le résumé de la loi qui avait été promulguée en 1992 et qui a été soumis au référendum que le peuple suisse avait repoussé avec une grande majorité, dont 55% des voix, en septembre 1994. Donc le 1er janvier 1995, la loi est entrée en vigueur. Alors, moi je voudrais qu'on rappelle par rapport justement à l'affaire Doru Perinček, ce qui s'est passé, à quel moment, à quel endroit ce dirigeant du comité Talat, et qui est le président du Parti des travailleurs turcs, et qui est aujourd'hui, il faut le dire, incarcéré dans l'affaire Ergenekon, il est emprisonné à vie. Bon, c'est quelqu'un qui a un CV assez important derrière lui, donc qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Pourquoi on l'a condamné? Alors, on sait qu'il a dit le génocide arménien était un mensonge international, mais dans quel cadre ça s'est fait? Bon, en fait, là, il y a un avant-propos assez important, c'est-à-dire que le tout avait commencé par les deux conférences qui ont été tenues en Suisse en 1994 par le président de la Société turque d'histoire, Yusuf Alagioglu, qui était venu justement avec l'intention de nier le génocide des Arméniens en Suisse. Et contre lui, d'ailleurs, l'association Suisse Arménie avait déposé plainte, ce qui s'est par contre arrêté face à la volonté affichée de procureur d'Ankara de ne pas donner suite aux demandes d'éclaircissement de côté du procureur de Zurich. Une année après, le comité Talat Pacha, qui venait d'être créé, annonce qu'il y aurait eu ce qu'ils ont appelé l'opération Lausanne 2005, et cette opération visait justement à tenir une série de conférences propagandistes dans toute la Suisse
notamment en commençant par le château d'Ouchy, qui était un des lieux fondamentaux pour le traité de Lausanne, où il a été discuté et signé le traité de Lausanne de 1924, qui est le certificat de naissance de la Turquie moderne, et qui après est revenu en Suisse plusieurs fois, notamment à Zurich. Donc le tout commence début juillet 2005. Après, il retourne en Suisse fin juillet. Et il tient une autre conférence à Winterthur, il tient une conférence à Zurich, il rassemble des milliers de personnes venant notamment de l'extérieur, de l'Allemagne, de Belgique, de France, à Lausanne, pour célébrer le traité de Lausanne le 24 juillet. Il est interrogé dans les deux cas, donc et à Winterthur et à Lausanne, pour les propos qu'il avait tenus. Notamment, les procès-verbaux de Winterthur ont constitué la preuve flagrante de son intention de nier et sciemment le génocide pour remettre en cause l'état de droit suisse, donc pour faire changer en fait l'idée aux Suisses de la bonté de cette norme antiraciste. Et il est retourné encore une fois en septembre de la même année, et là il a tenu encore une fois des propos négationnistes, cette fois dans le canton. Alors, les faits sont clairs. Maintenant, Sarkis Shahinian, par rapport à la Suisse, est-ce que, pensez-vous, sentez-vous qu'il y a une ambiance, une volonté de faire recours, d'aller retourner à la Cour internationale des droits de l'homme, à cette grande chambre où les choses peuvent être définitivement scellées dans un sens comme dans l'autre? Les sentiments sont partagés car d'un point de vue donc il y a le monde politique, je dirais, plus large, donc parlementaire, de l'homme de la rue, qui se sont évidemment agressés dans son indépendance d'état de droit. Il y a évidemment le gouvernement suisse qui est en très mauvaise position étant donné que le gouvernement et notamment le département des Affaires étrangères vient de sceller un partenariat stratégique avec la Turquie, ce qui s'est passé lors de la visite du ministre des Affaires étrangères turc le 10 octobre de cette année à Berne, lorsqu'il a rencontré le chef, donc le ministre des Affaires étrangères suisse, et avec lequel ils ont monté une agenda assez dense des relations bilatérales entre la Turquie et la Suisse, notamment en ce qui concerne 2015, lorsque la Turquie prendra la présidence du G20, et de laquelle la Suisse attend une invitation pour participer à ce sommet qui se tiendra à Istanbul. Alors il ne faut pas peut-être oublier que la Suisse est la marraine des relations, des protocoles arméno-turcs, et que on a quand même senti après la signature de ces accords comment la ministre des Affaires étrangères de la Suisse avait donné une interprétation pro-turque de ces protocoles, alors que avant la signature les choses étaient plus nuancées, plus neutres, si je puis dire. Je commencerai même avant, Bartan. Je commencerai avec 2002, lorsque l'alors ministre des Affaires étrangères suisse, Joseph Theiss, avait, sous la pression du département d'État américain, fait tout pour accueillir ce qui s'est passé, une commission non officielle mixte d'Arméniens et de Turcs, mais qui était de haut vol, car ça rassemblait des ex-diplomates, des ex-personnalités importants dans les sociétés des deux États, qui ont fondé la fameuse TARC, le Turkish Armenian Reconciliation Council. Et c'était justement le début de cette volonté de médiation que la Suisse a parrainée jusqu'au moment des protocoles. La Suisse, évidemment, a fait son devoir
pour essayer de mettre en place cette ambiance, je dirais, favorable pour que l'Arménie et la Turquie puissent arriver à se reparler, pour qu'il y ait une réouverture de la frontière. Mais la Suisse est tombée complètement dans le piège de la Turquie, et malheureusement, je dois dire, la favoriser, en acceptant certaines clauses à l'intérieur de ces protocoles qui allaient complètement à l'encontre de la reconnaissance internationale. Alors, on va parler un peu plus tard aussi des conséquences de cet arrêt de la Cour internationale des droits de l'homme, aussi en France. Rafik Al-Fayyan, vous voulez... Oui, je voudrais faire le lien entre ce que vient de dire Sarkis Shahinian sur le contexte politico-diplomatique entre la Suisse et la Turquie, et le contexte politico-diplomatique entre l'Europe et l'Arménie. Dans cette affaire, il n'est pas anodin que cet arrêt intervienne quelques temps après que l'Arménie ait décidé de tourner le dos à l'Europe et de s'associer au contraire à la Russie et à l'Union douanière. Si je le dis, c'est que il ne faut pas être naïf. La Cour européenne des droits de l'homme, comme toute cour de justice, subit des influences. C'est pas des pressions, ce sont des influences qui sont liées à certaines circonstances. Vous savez, à travers le monde, il y a des juges qui sont aussi corrompus. Je veux dire, on peut parler de tout. On ne parle pas de corruption. Non, c'est simplement, effectivement, une atmosphère qui aujourd'hui est plutôt dans la représailles contre l'Arménie. J'en veux pour preuve. Je suis désolé de faire une petite parenthèse, mais il y a deux affaires qui concernaient l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont considérées comme des affaires miroirs, qui sont gelées depuis 3 ans. Donc, la première est contre l'Arménie, ce sont des Azéris, soi-disant kurdes, de la région de Latchine, donc qui ont intenté un procès à l'Arménie parce qu'ils ont été expulsés, qu'ils ont été expropriés et qu'ils veulent être indemnisés ou retourner chez eux. Et une affaire miroir, donc, qui sont des Arméniens de Kirovabad, qui donc ont intenté une action contre l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous voulez dire par affaire miroir? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que c'est pas un hasard si ces deux affaires sont arrivées en même temps devant la chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a préféré se délester sur la grande chambre. Bon, il se trouve que en juin dernier, donc 2013, j'ai rencontré un haut magistrat donc de la Cour européenne des droits de l'homme, et pas des moindres, dont je tairai le nom. Je lui ai posé la question, je lui ai dit « Elles en sont où ces affaires ?» Il m'a clairement expliqué, et c'est un juge, que ces affaires étaient gelées tout simplement parce qu'on attendait de voir comment allaient se terminer les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Or, la semaine dernière, l'affaire Chiragov contre Arménie, donc Chiragov c'est ces fameux Azéris, vient d'être programmée pour le 22 janvier 2014. Malheureusement, je crains que cette avalanche de nouvelles de la Cour européenne des droits de l'homme ne soit pas un hasard. Alors, essayons d'entrer dans l'explication de cet arrêt Sevastopol pour comprendre ce qui a été décidé par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs explications, plusieurs interprétations. Finalement, textuellement, si on prend les faits, qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme? D'abord, il y a une portée très simple, c'est la violation de la liberté d'expression. C'est donc un justiciable qui saisit la CEDH en disant, puisqu'évidemment, comme Rafik Al-Fayyan l'a expliqué, c'est sur un fondement relatif à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'on doit saisir. Donc il y a un article 10 qui est liberté d'expression. La CEDH est saisie et ce qui lui est demandé, c'est de voir si l'État, qui est ingérant en fait, c'est-à-dire que dans son arrêt, on parle d'une ingérence. L'État commet une ingérence lorsqu'elle punit quelqu'un pour avoir
pour avoir dit quelque chose. Hein. C'est pris comme une ingérence. Donc l'État, la CEDH va regarder si l'État a bien jugé. Hein. Donc elle fonde toute sa décision sur un critère jurisprudentiel qu'elle appelle donc le besoin social impérieux et qui en réalité remonte à des arrêts antérieurs. Hein. C'est pas cet arrêt qui le crée, mais vous savez, les concepts sont extrêmement importants et en réalité, cet arrêt est conforme à la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression, en ce qu'elle est extrêmement protectrice de cette liberté et elle a une vision extrêmement étendue de cette liberté. La conséquence directe, c'est que aujourd'hui, dans tous les procès qui vont avoir lieu en France, dans les pays membres dans lesquels on pourra invoquer cet arrêt, eh ben la défense, enfin la demande, la défense, les avocats ne s'en priveront pas. C'est-à-dire que c'est devenu, à partir d'aujourd'hui, une référence jurisprudentielle qui va permettre de dire, première portée, puisque c'était votre question d'origine, nier le génocide arménien n'est pas un délit. Et je dirais c'est pas le plus grave parce qu'on le sait déjà ça. Et bien, c'est pour ça que le processus législatif est engagé et que c'est un combat. Évidemment, on le sait que c'est pas un délit. En France, par exemple. En France. Parce qu'en Slovéquie, mais cela étant, dans deux, trois pays, comme la Suisse d'ailleurs. Ce n'est pas ce que, mais c'est ce qu'on invoquera en France en tout cas. Hein, on dira, regardez, mais ce n'est pas le problème de l'arrêt. Le problème de l'arrêt, à mon sens, c'est le raisonnement de la Cour qui a été assez choquant sur plusieurs points. Hein. Lorsque, par exemple, et je crois que c'est l'erreur de la Suisse, hein, puisque c'est la Suisse qui est partie au procès, c'est la Suisse qu'on interroge, et la CEDH regarde comment la Suisse a travaillé en fait, comment est-ce qu'elle a fait pour condamner. Et l'argument de la Suisse était de dire consensus général. C'est très simple de s'enfoncer dans la brèche à partir de là. Consensus sur quoi ? Consensus sur le fait que la communauté scientifique qualifie le génocide. On repart sur l'ancien et interminable problème de l'absence de décision de justice qui mettrait fin à tout débat. Alors comme il n'y a pas de décision de justice, la Suisse dit « Ah mais de toute façon il y a un consensus général sur la question ». Et là la Turquie rentre comme défense, et elle a raison de le faire, hein, je parle objectivement, en disant sur des critères tout à fait bonne foi, mauvaise foi sans doute, mais objectifs, en disant il y a 190 États sur la planète, il n'y a que 20 États qui ont reconnu le génocide arménien. On ne peut pas parler de consensus. Et là la Cour rentre dans cette argumentation, elle descend et elle va descendre à un niveau, c'est ça qui nous embête, qui est infamant, un niveau très problématique. Elle va dire par exemple, la CEDH dit donc il est douteux qu'il y ait un consensus général, et deuxième chose, que les propos du requérant n'étaient pas susceptibles à la haine ou à la violence. Voilà, avec le recul, on se dit mais est-ce que ces gens vivent sur la même planète ? Alors, justement, moi, je voudrais quand même avoir un avis légèrement différent de Sébastien Torossian sur la portée de la décision. La décision donc vérifie la conformité sur le terrain de la liberté d'expression, donc de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la répression pénale, de la simple négation de la qualification du génocide. C'est-à-dire que l'arrêt fait bien la différence entre le débat historique et le débat juridique. Ce qui est contesté ici, et c'est la ligne aujourd'hui de défense de l'État turc, c'est de dire il y a eu des massacres, mais on ne peut pas les qualifier de génocide sur le plan juridique parce que il n'y a pas eu de décision d'un tribunal international et parce que la convention sur le génocide n'existait pas donc à l'époque des faits, donc il n'est pas applicable à l'Arménie. Donc c'est légèrement différent, c'est-à-dire qu'on ne nie pas
l'existence du génocide en tant que fait. On le nie sur le plan juridique. Ce n'est pas le sujet, mais ils sont rentrés dans le sujet, justement. Alors c'est comme au Congrès américain, quand les congressmen disent nous admettons qu'il y ait eu un génocide, mais nous ne voulons pas prendre la décision de reconnaître ce génocide. Parce que le tribunal de Lausanne, en fait, et c'était l'intérêt de cet arrêt du tribunal fédéral de Lausanne, c'est qu'il a considéré, il a fait le constat qu'il y avait un génocide parce qu'il y avait un consensus général de la communauté des historiens. Et ils sont pas rentrés dans le détail, c'est-à-dire dans la qualification. Mais là encore, on peut dire qu'il y a 3 historiens qui sont pas d'accord, donc il n'y a pas de consensus. Oui, mais ça c'est justement ce qui est contestable dans la décision. C'est une erreur de stratégie, c'est-à-dire de la défense qui était la Suisse, d'être parti. Et je crois que la CEDH, c'est en tout cas les juges sur 7 juges, 5 sont partis sur cette argumentation qui était un boulevard. Alors il y a deux juges. 2 juges dissidents, et ça c'est important aussi de le noter, oui. Puisqu'à la fin de l'arrêt, il y a donc un du Monténégro, un du Portugal. Ouais, à la fin de l'arrêt, on a les positions de ces 2 juges dissidents. L'arrêt est important dans son entier. La grande partie qui est donc la position extrêmement problématique pour la pénalisation du négationnisme, par exemple, et pour la reconnaissance du génocide. Mais également dans cette deuxième partie, extrêmement intéressant. S'il y a une chose qu'il faut retenir, et si je devais dire une seule chose aujourd'hui, c'est que cet arrêt est le miroir de l'état du droit sur la cause arménienne aujourd'hui. Il faut le connaître par cœur, parce que c'est l'ensemble des arguments des opposants de bonne foi ou de mauvaise foi, et également l'ensemble des arguments émis par des magistrats indépendants, les 2 juges dissidents, qui parlent pour la première fois dans une décision de justice internationale, ou même nationale, je ne suis même pas sûr que ça existe dans des décisions nationales sur la question, du procès des unionistes. Voilà. Ils expliquent, et ils commencent par expliquer que la Turquie a reconnu le génocide arménien. Évidemment, c'est un anachronisme parce que dans ces années 20, il n'y avait pas de génocide, le mot génocide, pas, mais il commence par expliquer et par étayer les raisons pour lesquelles la qualification elle-même n'est pas problématique. Ouais. Ça, c'est très nouveau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les 5 juges qui ont déclaré donc recevable donc la requête de Perinček, donc je ne parle pas des 2 juges dissidents qui ont voté contre. Il y a 2 juges qui ont trouvé nécessaire de justifier leur opinion. Donc c'est ce qu'ils appellent l'opinion concordante. Pourquoi ils ont exprimé cette opinion? C'est d'abord pour se justifier, et ensuite essayer d'expliquer, et là je pense qu'ils ont commis une erreur parce qu'ils voulaient faire plaisir aux Arméniens. Finalement, ils leur rendent pas vraiment service dans leur opinion. Ils ont voulu expliquer en quoi l'Holocauste juif était différent du génocide arménien. Et là, il y a plein de points en fait d'attaque possibles contre effectivement leur opinion. Nous allons revenir au détail de cet arrêt, mais Raoul Mardy-Rossian, d'abord, quand le CDCA, le BFCA ont reçu cette information, première chose, la suite politique selon vous, quelle peut être aujourd'hui en Suisse ou en France, parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave ce qui nous arrive, même si peut-être que les juristes vont nous dire qu'il y a des failles et que ça n'est pas la fin du monde, on peut rebondir. Mais politiquement, surtout avec nous qui avons la question de la loi de pénalisation du négationnisme en France, est-ce que c'est un coup dur pour vous ? Oui, c'est évidemment un coup dur pour nous, un coup dur parce que si nous avions déjà, je reviens sur la loi française maintenant, si dans le cadre de la mise à l'ordre du jour de cette loi, nous avions déjà à lutter contre l'arrêt du Conseil constitutionnel qui avait été rendu sur la précédente loi et qu'il fallait donc qu'on ait une loi qui dépasse les objections du Conseil constitutionnel, maintenant nous aurons et le Conseil constitutionnel et la CEDH par-dessus.
Donc c'est aussi important. Pourquoi il nous semble important que cette affaire aille devant la grande chambre et donc devant l'instance d'appel. Et ça, c'est à voir. Mais malheureusement, dans cette affaire-là, vous l'avez expliqué dès le début, ce n'est pas une association, ce n'est pas un individu qui peut faire appel, c'est un État, en l'occurrence la Suisse. C'est-à-dire que nous n'avons même pas cette carte entre nos mains, c'est pas nous qui décidons si nous pouvons ou nous ne pouvons pas aller devant la chambre d'appel. Et donc, ce n'est qu'un État qui va le faire et qui va regarder ses intérêts par rapport à cette décision. Nous, ce que nous avons décidé, c'est qu'au moins en France et puis dans la plupart des pays où des communautés arméniennes sont présentes, c'est qu'il y ait une démarche vers les autorités diplomatiques suisses du pays, en l'occurrence en France l'ambassadeur de Suisse, pour lui manifester le fait que nous attendions que la Suisse fasse appel de cette décision, parce qu'elle revêtait pour nous un caractère infamant, puisqu'elle allait bien au-delà. Et Sévac Torossion l'a précisé, Rafi également, qu'il y a tout un certain nombre d'attendus à l'intérieur. On y retrouve tous les arguments qui sont répétés, re-répétés, etc. Par les négationnistes turcs figurent dans cet appel. Et je dirais que effectivement il y a nos deux juges dissidents qui sont prononcés, qui ont émis un certain nombre d'arguments, mais ces arguments ils ont été portés à la connaissance des juges qui étaient avec eux. Visiblement ça n'a pas suffi. Et dans cette configuration-là, il y avait d'un côté Perinçek et la Turquie, et de l'autre côté, il y avait une chambre où il y avait deux juges qui étaient favorables. Ça fait un déséquilibre qui est quand même relatif. Et par rapport à ça, on en revient à la première question, à un certain nombre d'éléments. Il est à regretter qu'un certain nombre de parties prenantes au dossier ne soient pas au dossier. On peut parler de l'Arménie, mais on peut aussi parler de la France, et là c'est une deuxième démarche dont il faut réfléchir, puisque je rappelle que l'arrêt fait référence très concrètement à plusieurs endroits à la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, puisque la France est entre guillemets désignée, puisqu'elle dit regardez, en France ce mécanisme-là existe et interdit ce genre de choses, il serait peut-être intéressant que la France soit partie prenante. Alors, mais ajoute Mardi-Rossian, juste un point de procédure. Ce que vous dites est possible devant la grande chambre, oui. Mais en première instance, c'est-à-dire devant la chambre qui vient de statuer, c'était très difficile pour la France ou l'Arménie de se constituer. Pourquoi la Turquie est intervenue? Parce que Perinçek est un citoyen turc. Donc ils étaient totalement dans leur droit à intervenir pour défendre leurs citoyens. Alors justement, tout à l'heure, quand on se posait la question si l'Arménie a fait des démarches, ou elle avait la possibilité de faire des démarches... Elle avait aucun intérêt à le faire en première instance, et je suis même pas certain qu'elle pouvait le faire. Alors justement, entre elle pouvait le faire ou avoir intérêt à le faire, ce sont deux choses différentes. Est-ce que... c'est important de le savoir parce elle peut le faire devant la grande chambre. Il y a une juge arménienne qui est à Strasbourg tout le temps. Et comment se fait-il que je dis pas nous les médias, parce qu'il y a des choses qui se font, je veux dire, sans que nous le sachions. On est d'accord, mais on a l'impression que tout le monde est surpris dans cette affaire, même l'Arménie. Il y a aucun préparatif, il y a aucune consultation. Avec... ça vous surprend? Oui. Ça vous surprend? Écoutez, il y a qu'à voir comment l'Arménie est gérée pour comprendre que c'est pas surprenant. Alors, moi je voudrais, Harout Mardi-Rossian, voir avec vous par rapport à la portée de cet arrêt, parce que on a l'impression que ici la CEDH estime finalement que nier le génocide arménien est un droit la liberté d'expression est un droit fondamental qui permet de nier le génocide arménien. C'est toute la problématique, et là il y a un travail de sensibilisation, d'explication, de pédagogie malgré tout, pour dire que nous respectons la liberté d'expression, mais s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Et qu'avons-nous à faire dans ce sens-là? Je dirais que la CEDH, Sévac Torossion l'expliquait également tout à l'heure, est dans une position sur la liberté d'expression qui est maximaliste. Elle est un peu dans la même logique que les États-Unis, où je rappelle, où la liberté d'expression est garantie constitutionnellement,
et où, pour en avoir discuté avec mes camarades du CDCA des États-Unis lorsque la loi de pénalisation est arrivée en France, pour eux, ce débat-là était un débat totalement abstrait, parce que chez eux, la liberté d'expression était totale et que sur cette question. Non, sur toutes les questions. C'est-à-dire on peut dire que l'Holocauste n'a jamais existé. Il y a des manifestations de néo-nazis dans les rues de certaines villes aux États-Unis et sans que cela porte préjudice. Aux États-Unis, on résout ces questions-là par confrontation des idées. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une conférence négationniste dans une université, eh ben il y a des opposants qui viennent manifester pour dire que là-dessus, et c'est l'opinion publique qui jugera. On est vraiment dans ce... Les juges de la CEDH sont un peu dans cette logique-là, en disant que on a le droit d'attaquer les homosexuels, on a le droit d'attaquer les minorités, on a le droit d'attaquer le génocide arménien, on a le droit d'attaquer, au nom de la liberté d'expression, on a le droit de dire tout et n'importe quoi. Et qu'il ne devrait pas, dans une société démocratique, avoir de loi qui empêche ce mécanisme-là, hormis le débat. Et donc c'est peut-être la société dont rêve le Conseil de l'Europe et les juges de la CEDH, mais en tout cas, c'est pas notre opinion à nous. Notre opinion à nous, c'est que c'est comme ça que la Cour est tombée dans le piège. C'est en partant du principe général de la liberté d'expression qu'elle est capable d'écrire: la Cour partage l'avis du gouvernement turc selon lequel la négation de l'Holocauste est aujourd'hui le moteur principal de l'antisémitisme. On ne saurait affirmer que le rejet de la qualification juridique de génocide pour les événements tragiques intervenus en 1915 puisse avoir les mêmes répercussions. Alors là, si vous permettez, Seva qui me permet de faire un rebond. En gros, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point-là, c'est que les Arméniens sont trop gentils. C'est qu'elle dit que parce que les Arméniens n'agissent pas violemment, font des procès, font des manifestations ou des protestations avec des communiqués, etc. Alors, comme ils ne remettent pas en cause un certain nombre de choses, finalement c'est que ça, pour eux, ça fait partie du débat normal et que l'opinion de Perinček elle est normale, puisqu'il n'y a pas de manifestation violente lors des déclarations de Perinček. C'est quand même extrêmement dangereux comme attitude. Mais précisez que c'est pas écrit, hein, c'est votre lecture. Pas dit comme ça. Mais c'est pas dit. L'interprétation est extrêmement dangereuse. Alors voyons avec Valérie Boyer qui est au téléphone avec nous, députée des Bouches-du-Rhône, qui justement, comme d'autres députés, François Rocheplouane, René Rouquet, elle, la première, a sorti un communiqué, une réaction dès mercredi. Donc Valérie Boyer est avec nous. Bonjour Madame Boyer. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cette affaire que vous estimez très grave, dont vous êtes stupéfaite et que vous considérez que quand même ça va avoir une portée sur l'avenir. Vous parlez de plusieurs points que nous allons évoquer avec vous. D'abord, cette discrimination, cette concurrence entre les génocides. Si vous voulez, cet arrêt est grave parce qu'il conforte les attendus de l'avis du Conseil constitutionnel rendu en 2012, à savoir que pour le génocide arménien, on a le droit d'injurier. C'est en gros ce que le Conseil constitutionnel nous a dit, et là l'arrêt le confirme. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, et on ne considère pas le fait que le Parlement français a décidé de reconnaître deux génocides, un est protégé du négationnisme, l'autre pas. Donc aujourd'hui on a cette espèce de confirmation, cette attitude est confortée. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas entendu tous les débats, mais il y a des arguties juridiques que je partage, mais nous sommes devant un problème politique. Pour moi, c'est uniquement un problème politique. Est-ce que nous avons, oui ou non, en France, la volonté de considérer qu'à partir du moment où un génocide est reconnu par la loi, sa négation peut être pénalisée? Oui ou non? Si oui, comment s'organise-t-on? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a-t-il aucun journal digne de ce nom qui soit intéressé par une tribune dans ce sens? Pourquoi, lors de l'examen du texte sur la pénalisation du négationnisme, les associations franco-arméniennes ont dû payer des encarts pour avoir un soutien à ce texte? Je rappelle que seules 3 figures nationales ont soutenu notre texte, Serge Klarsfeld, Bernard-Henri Lévy et Gilles Herzog. Tous les journalistes étaient contre.
Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un travail à faire dans l'opinion publique. Si on est convaincu qu'il faut aller jusqu'à la pénalisation du négationnisme, je pense que c'est le cas de tous les participants autour de votre micro aujourd'hui, mais il faut faire un travail d'explication. Et ce travail d'explication, à mon sens, il n'a pas eu lieu. Alors, justement, là, on est sorti un peu du texte de l'arrêt, mais vous avez raison de le faire, car l'arrêt, personne ne va le lire, on va juste, après, tomber dans l'interprétation. Non, il fait 80 pages. Si on est 30 personnes en France à l'avoir lu, c'est le bout du monde. On est bien d'accord, mais ce qu'il en reste, c'est justement le sens politique, finalement. Complètement. Et c'est là que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, il y a on a l'impression que les juges ne sont pas vraiment conscients de la portée de l'arrêt qu'ils ont prononcé, car vous, personnellement, vous avez été, parce que vous avez défendu ce texte il y a 2 ans, harcelé, menacé de mort même, alors que les juges n'y voient aucun problème à ce que les questions liées au négationnisme du génocide arménien, ils considèrent que ça n'a pas de portée sur la violence des gens, ou il n'y a pas de portée sur des réactions. Mais il y a 2 poids 2 mesures sur la scène nationale comme sur la scène internationale. Regardez comme tout le monde se fiche totalement, par exemple, d'une question qui est pourtant essentielle. Pourquoi il n'y a pas de liaison aérienne entre Yerevan et Stepanakert? Moi, j'ai posé la question, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, il n'y a aucune répercussion, aucun article sur ce conflit ethnique totalement oublié. Ça, c'est un premier point. Un second point, tout ce qui se passe aujourd'hui en Arménie se passe dans l'indifférence générale, et y compris ce conflit du Haut-Karabakh, alors que le monde s'est passionné pour le conflit du Kosovo. Donc voilà 2 exemples. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quel est le problème pour vous? Le problème pour moi, c'est un problème politique. Pourquoi ce conflit ethnique est oublié? Pourquoi ce qui se passe là-bas intéresse peu de monde? Pourquoi personne n'est choqué par le fait que certains pays, comme l'Azerbaïdjan, déclarent des personnes qui se rendent au Karabakh comme persona non grata? Ça fait 2 lignes dans les journaux. Et imaginez cette agression diplomatique réalisée ailleurs. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ici en France? Je pense que concrètement, il me semble qu'il y a des organes qui sont là pour expliquer quelle est la situation au Karabakh, en Arménie. Il y a des organes qui sont là aussi pour expliquer pourquoi c'est important qu'une cause universelle, comme celle de la pénalisation du négationnisme pour les génocides, soit reconnue. Mais pourtant, ce travail ne se fait pas. Alors, mais nous sommes dans un monde où tout est relatif, c'est 2 poids 2 mesures. Regardez, il y a eu un blasphème à l'église de la Madeleine hier, je crois. Ça se passe dans l'indifférence quasi totale. Alors, donc, je pense qu'il y a des causes qui visiblement n'intéressent pas. Maintenant, la question qu'on a à se poser, nous qui sommes intéressés par cette cause, comment faire pour intéresser le public, alors, nous allons pour voir intéresser la presse, et puis pour convaincre les juges quand même du caractère humaniste et universel de ce débat. Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Alors, nous allons voir avec nos invités... Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. L'indifférence aujourd'hui qu'il y a sur la pénalisation du négationnisme, parce que c'est le génocide de 1915, elle se traduit aujourd'hui, je veux dire, c'est pas simplement l'insulte à la mémoire des morts, c'est aussi dans la chair des vivants que ça se passe actuellement. Et moi, je ne peux pas ne pas voir un lien entre ce qui s'est passé il y a un siècle et ce qui se passe aujourd'hui dans le Sud-Caucase, au fin fond du Haut-Karabakh. Il y a un lien direct. Le fait que cette cause n'ait pas été reconnue, le fait qu'il n'y ait pas eu de jugement international qui soit appliqué, pour résumer, fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison dans leur propre pays et dans l'indifférence générale. Pourquoi à l'OSCE, pourquoi dans les organisations internationales, on n'arrive pas à aboutir? Pourquoi ça fait 20 ans que les accords de Minsk tournent en rond autour de cette question? Alors, plein de questions que vous venez de poser. Malheureusement, on se pose les mêmes questions toutes les semaines autour de cette table, tout en souhaitant que, effectivement, en France, ce travail de pédagogie, de sensibilisation, vous l'avez dit, si les médias, les journalistes ne font pas leur travail, et si il y a quand même... Excusez-moi, je pense que c'est pas qu'ils font pas leur travail,
je pense que nous ne sommes pas arrivés à les convaincre. C'est pas la même chose. Un journaliste nous parlait il y a quelques jours d'une forme d'autocensure sur toutes les affaires qui concernaient la Turquie et désormais l'Azerbaïdjan. C'est aussi oui, une peut-être évidence. qu'on pourrait se poser la question. Vous savez, moi j'ai demandé à l'Assemblée nationale, puisque bon, je suis députée, donc je m'adresse à l'Assemblée nationale. J'ai demandé une commission d'enquête sur les conditions, sur la façon dont le recours au Conseil constitutionnel a été formé par mes collègues députés, tous bords confondus. Et j'ai posé la question, je voulais savoir si l'Institut du Bosphore était partie prenante dans la formation de ce recours. On m'a refusé de cette commission d'enquête. Le refus n'a pas été motivé. J'ai posé une deuxième question. Récemment, à l'Assemblée nationale, un groupe d'études a été créé sur le Sud-Sahara, sur les Sahraouis. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi nous refuse-t-on un groupe d'études sur le Haut-Karabakh, alors que nous en avons un sur le Tibet, qui est un État pas reconnu par la Chine? Je n'ai toujours pas la réponse. Alors, et ça n'a pas fait la une des journaux non plus. Hein. Pourtant, j'ai envoyé ma question à la presse. Donc, on voit vraiment qu'il y a deux poids, deux mesures. On peut parler du Tibet. Je suis d'ailleurs membre du groupe d'études sur le Tibet à l'Assemblée nationale. On va créer un groupe sur cette partie du sud du Maroc, qui pose des problèmes internationaux, mais on nous refuse un groupe d'études sur le Haut-Karabakh, qui est pourtant un État où des élections se passent, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment des questions essentielles pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. Mais c'est vrai que quand on pose ces questions, eh bien, ça se passe dans un silence assourdissant. Alors, on ne peut pas ne pas avoir cette vue d'ensemble, même quand on parle d'un arrêt de la CEDH, parce que, à vos yeux et à nos yeux, je pense tous, les affaires sont intermêlées et finalement, c'est un tout qu'il faut... moi, je vois un lien très net, hein, mais bon... Très bien. Merci Valérie Boyer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée des Bouches-du-Rhône. Oui, de Marseille. Donc voilà des questions importantes qui se posent sur le travail à faire avec Mardi-Rossian, et c'est là qu'on vous attend. Oui, écoutez, aujourd'hui sur la loi de pénalisation, je dirais que tout le monde est concerné, puisque vous le savez très bien, cette affaire est traitée au sein même des instances représentatives de la communauté arménienne, et que c'est à ce niveau-là que ces affaires se traitent, et que là-dessus, n'attendez pas de la communauté arménienne qu'elle lâche prise et qu'elle lâche sa volonté d'avoir une loi de pénalisation. Même si cet arrêt ça va de la CEDH va nous compliquer les choses. Voilà. Va nous compliquer les choses, mais là-dessus on lâchera rien. N'attendez pas de nous qu'on dise qu'on va lâcher quelque chose. On ne lâchera rien. Là, on donne de nouveaux arguments aux contestataires. Oui, surtout il y a une portée qui est encore qui n'est pas la portée directe, peut-être la portée cachée, qui est un nouvel arrêt de la CEDH. On en avait un précédent, et il faudra le mettre en parallèle, qui est l'arrêt Garodi de 2003. Donc Perinsek, Garodi, à mettre en parallèle également avec effectivement la décision du Conseil constitutionnel, et une quatrième décision, qui est celle de la Chambre criminelle de 2010. Enfin, ce bloc de 4 décisions, à mon avis, a une portée qui est: le négationnisme ne peut être que celui de la Shoah. C'est, à mon sens, aujourd'hui verrouillé. Revenir sur scène va être extrêmement compliqué avec cette décision sur le terrain du combat pour la pénalisation de la négation du génocide arménien, parce que c'est une nouvelle soupape. Évidemment, on pourra avoir une autre interprétation qui est: puisqu'il n'y a pas de loi de protection, cet arrêt est la preuve qu'il faut une loi. Ce sera une défense tout à fait louable. Mais je crois qu'en réalité, déjà, dès la décision du Conseil constitutionnel, qui a été entièrement évitement, qui aurait dû se prononcer sur une seule question: le négationnisme est-il oui ou non conforme à la Constitution? Il ne l'a pas fait. La seule chose qu'a fait la décision du Conseil constitutionnel, c'est de protéger la loi Guesso. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui c'est verrouillé. On va vous donner la parole, Sarki Shahinir, dans un instant. Rafik Al-Fayed. Oui, donc ça me donne l'occasion de revenir quand même sur les points faibles de cet arrêt.
Je suis peut-être un petit peu en déphasage par rapport aux gens qui sont autour de cette table, mais je pense que cet arrêt n'est pas aussi fort que ça dans ses conclusions. Il y a deux choses. Alors, que soyons d'accord. Il y a les conclusions de l'arrêt, c'est-à-dire le texte de l'arrêt, et sa portée politique. On est obligé de voir les deux. Oui, mais la portée politique n'est pas terminée. La portée politique n'est pas terminée parce que cet arrêt n'est pas définitif. Mais oui, c'est la portée juridique. Je vous dis qu'il n'y aura pas un seul procès en France et ailleurs où cet arrêt, comme on le fait tout le temps, un avocat invoque des arrêts de la CEDH. Les arrêts de la CEDH sont extrêmement écoutés. Voilà. Alors, oui, c'est pour ça que je répète que cet arrêt de la CEDH n'est pas définitif. Ah oui, c'est autre chose. Pour l'instant, et qu'il est important, et c'est là où il faut effectivement convaincre la Suisse, si elle ne l'est pas convaincue elle-même, d'aller effectivement devant la Grande Chambre, parce qu'il y a des faiblesses, y compris sur le jugement lui-même. Il y a des approximations, il y a des analogies très équivoques qui sont faites justement entre l'Holocauste juif et le génocide arménien. Mais encore plus technique, cette Cour aurait dû traiter, dans son débat, de la prévention du négationnisme. Parce que c'était ça le fond de l'affaire. Ou encore de la pertinence à traiter de la répression du négationnisme selon les mêmes règles rigoureuses avec lesquelles la Suisse, par exemple, traite le discours de haine. Ils l'ont pas fait tout ça. Ils ont escamoté tout ce débat-là. Donc ils sont partis sur autre chose. La deuxième chose qui est très intéressante dans cet arrêt, et là c'est une analyse que effectivement les juristes du gouvernement suisse devront faire, c'est pourquoi la Chambre a traité d'emblée la question de l'article 17, donc qui est plutôt en général du ressort de la Grande Chambre. Alors que j'explique en deux mots ce que c'est que cet article 17 qui apparaît dans l'arrêt. Donc l'article 17, donc dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est celui qui punit les abus de droit. C'est-à-dire quand effectivement un article qui défend un certain droit ou une certaine liberté vient contrecarrer une autre liberté. Donc là, la Cour a examiné s'il y avait lieu d'appliquer l'article 17 aux actes et à l'attitude du requérant, c'est-à-dire de Perinček, et donc lui enlever le bénéfice de l'article 10, c'est-à-dire celui de la liberté d'expression. Or, le gouvernement suisse n'a pas soulevé ce moyen. Qui l'a soulevé ? C'est pas le requérant non plus, c'est le gouvernement turc qui l'a soulevé. C'est-à-dire qu'ils ont traité de cette question alors que ni le gouvernement suisse ni le requérant n'avaient soulevé ce moyen-là. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un problème procédural. C'est-à-dire que pourquoi ils ont traité de cette question alors que personne ne leur a demandé, sauf le tiers intervenant. Il y a certainement une explication. Moi, je le lis comme une manière de justifier la décision qu'ils allaient prendre sur l'article 10. Parce que effectivement, le gouvernement suisse n'a jamais dit et clamé qu'il y avait un abus de droit en appliquant l'article 10. Alors, voyons avec vous, Sarkis Shahinian, qui est toujours avec nous depuis la Suisse, ce que vous souhaitez. Alors, on imagine bien que vous souhaitez que la Suisse aille et porte ce recours, mais qu'est-ce qui peut se passer juridiquement ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une mobilisation pour aller, parce que vous avez un délai de 3 mois pour le faire en Suisse ? Alors, certainement. C'est-à-dire que les failles que cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme laisse ouvert, et il y en a plusieurs, et je vais en parler maintenant d'une en particulier, laisse la possibilité vraiment de recourir, d'autant plus qu'elles ont été mises en exergue, pas seulement par les 2 juges dissidents, mais même dans les argumentations des 2 juges qui ont accepté l'arrêt, donc le recours de M. Perinček. En fait, je veux
clairement remettre en question un point fondamental qui sera d'ailleurs de compétence des juristes suisses et qui est l'interprétation unilatérale de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment dans les considérations de l'alinéa 2 où on dit que l'exercice des libertés, c'est-à-dire de la liberté d'opinion et de la liberté de recevoir ou communiquer des informations, des idées, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sûreté publique, je fais maintenant un condensé, à la défense de l'ordre, à la protection de la santé ou de la morale, de la réputation ou des droits autrui. Ce qui est très important, c'est que cet arrêt remet en cause le moteur raciste et discriminatoire des affirmations de recourant. En fait, il ne considère même pas l'atteinte flagrante à la dignité humaine et met en doute que les propos de M. Perinček risquaient de mettre gravement en danger l'ordre public en Suisse et d'inciter à la violence et à la haine raciale. Je vous rappelle que quelques mois après tout ce qui s'était passé ici en Suisse, Hrant Dink a été assassiné devant les locaux de son journal, justement car il était en train de réveiller la conscience nationale de la Turquie autour de la question du génocide. Alors justement, Serkis Şahinyan, la question politique de cette affaire, c'est de se dire que en Turquie, aujourd'hui, il faut le dire qu'il y a des gens, des étudiants, des intellectuels et la société civile qui commencent modestement à faire ce qu'on appelle son devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on essaie de voir ce qui s'est passé en 1915, on essaie de comprendre, pour certains d'admettre. C'est une vague assez légère, c'est une tendance minoritaire peut-être pour l'instant, mais la Cour internationale, la Cour européenne des droits de l'homme est en train de dire à ces gens-là, stop, vous pouvez rentrer chez vous parce que nous avons en quelque sorte admis que votre État peut poursuivre et tous les négateurs en Turquie peuvent poursuivre dans leur démarche négationniste. Moi, je ne partage pas, Vartan, bon, évidemment, pendant le débat, on peut provoquer la discussion, mais là, je pense que ça va un peu trop de façon unilatérale et on pense que, on pourrait penser que en Turquie, la vérité et surtout l'honnêteté des intellectuels et des 200 000 personnes qui, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus, qui sont venus manifester en silence lors des funérailles de Hrant Dink, puissent être pilotées. C'est bien au contraire. La vérité, c'est que profondément enraciné cette conscience par rapport au génocide des Arméniens. Et c'est voulu, c'est profondément voulu de la part de la société turque de arriver à faire le ménage de leur propre histoire, de regarder les autres, et notamment les Arméniens, de façon horizontale, et pas de façon discriminatoire, tel qu'il a été le cas. Alors, Harut Mardirosyan, justement sur cette question, parce que nous ne pouvons pas séparer les deux affaires, c'est-à-dire que le juridique et le politique est un ensemble pour nous, et on doit voir les conséquences. Les Turcs qui hésitaient hier encore, parce que peut-être que si un jour il y a une loi, on pourrait les attraper pour leur dire que vous êtes des négationnistes. Aujourd'hui en France, vous qui avez fait quelques procès quand même, aussi bien au consulat de Turquie ou à d'autres, vous allez peut-être voir qu'il y a des jeunes qui vont aujourd'hui s'activer sur le net ou dans le débat public pour nier carrément en disant que, aussi bien en France qu'en Europe d'une manière générale, tout est permis pour nous. Je dirais que ce débat, bien sûr, le négationnisme fleurit sur Internet, etc. Mais c'est bien plus que le négationnisme. Là, je m'adresse à mes deux collègues juristes qui sont devant moi. Ils l'ont vu au cours des derniers mois.
il y a une montée du racisme, une montée de l'antisémitisme, une montée des haines sur Internet au travers des nouveaux réseaux sociaux qui, sous couvert d'anonymat, permettent tout un certain nombre de choses. C'est un vrai débat sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de dire un certain nombre de choses sur ces médias, sur ces formes de médias? Et je pense qu'effectivement, alors maintenant pour revenir sur la question du génocide arménien, ce jugement-là va être une certaine porte ouverte à un certain nombre d'extrémistes, parce que pour rejoindre Sarkis, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, etc. Je ne rejetterai pas. Mais en tous les cas, il y a des extrémistes chez les Turcs et chez les Azéris qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie et qui vont pouvoir continuer à propager leurs idées. Et là où également j'attire l'attention, c'est que cette négation-là n'est pas une négation individuelle. Ce n'est pas un Forisson tout seul dans son coin ou un Garaudy tout seul dans son coin. C'est un État, ce sont deux États qui mènent une propagande négationniste à coût de millions et de millions d'euros, et que ce n'est pas quelque chose de dilué, mais quelque chose d'organisé. Et donc la présence, dans ce jugement-là, pour moi, la présence de la Turquie comme intervenant dans ce débat-là, dans le rapport de la CEDH, est là aussi profondément choquant politiquement, parce qu'on ne parle pas d'un État comme la France ou comme la Suisse ou comme la Hollande ou un autre pays qui, sur ces sujets-là, a une opinion équilibrée. On parle d'un État négationniste. Donc là, il y avait l'intervention à l'intérieur même du jugement d'une des parties prenantes. Alors, permettez-moi juste signaler à nos auditeurs, s'ils veulent nous appeler pour les 10 dernières minutes qui nous restent, c'est possible au 01 43 53 20 74. Alors moi j'ai quand même une question très importante liée à ce phénomène qui relie la négation de la Shoah par le fait que c'est une forme aussi, entre autres, d'expression antisémite. Alors que chez les Arméniens, on parle de la négation du génocide arménien, mais très souvent on oublie le facteur ou le point lié au sentiment suscité et qui existe depuis des siècles, mais aussi encouragé aujourd'hui dans une politique d'État en Azerbaïdjan, ce sentiment raciste anti-arménien. Oui, c'est là et justement, la Cour internationale des droits de l'homme fait allusion à l'antisémitisme et l'expression de négationnisme contre la Shoah, mais on oublie qu'il y a un racisme anti-arménien aujourd'hui. Oui, mais c'est là justement qu'on est sur deux planètes différentes. Il faut essayer de se mettre un instant dans la tête du juge. Par besoin social impérieux, hein, je vais essayer de prendre un exemple pour comprendre. Rafi a raison aussi de dire que la première portée de l'arrêt n'est pas si scandaleuse que cela, mais c'est le danger qu'il suppose, qu'il provoque carrément. Regardez, il dit qu'il n'y a pas de besoin social impérieux de condamner Monsieur Perinsek en l'espèce. C'est-à-dire en Suisse, au moment où il l'a dit, le génocide arménien est un mensonge international, c'était pour la Cour, condamner Perinsek pour ça, c'était disproportionné. C'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui le massacre des Vikings est un mensonge international. Est-ce qu'on condamne quelqu'un pour ça? Vous voyez, c'est un peu le même raisonnement. C'est-à-dire que le juge est tellement éloigné, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, lorsqu'il parle de l'éloignement du temps, lorsqu'il dit qu'il faut rappeler qu'après l'écoulement de nombreuses années, appliquer à certains propos sur des événements historiques la même sévérité que seulement quelques années auparavant, il va loin quand même. C'est une erreur. Les tribunaux suisses et le gouvernement ont invoqué un consensus international de la communauté scientifique. La CEDH dit que c'est douteux ce consensus. Et il rappelle encore que le passage du temps est un élément important. Et on parle de minorité, de droit à une minorité, Rafik Al-Fayan, de s'exprimer, et comme si on bafouait avec ce verdict suisse. Je disais, Rafi avait raison dans le sens où c'est avant tout une décision qui s'applique à un temps donné, à un moment donné. Et à un homme donné.
à un homme donné, oui aussi. Mais parce que je rappelle en que Suisse, on va jusqu'à problème. considérer que Dogu Perinček est un historien. Je dirais que puisqu'on lui dit attention, il l'a défini dans un cadre et en plus un juriste. Est un historien et un juriste puisque il a simplement mis en cause la portée juridique du mot génocide au sens juridique du terme. Ouais. Attention, Dogu Perinček n'est pas un historien, pas plus qu'un juriste. Dogu Perinček est un négationniste, est un militant de la cause négationniste, etc. Donc, il est aujourd'hui incarcéré en Turquie dans le cadre de l'affaire Ergenekon. C'est pas très important, ça, sa personnalité. En revanche, ça l'est quand la Cour décide qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à la dignité des Arméniens et des descendants des victimes du génocide arménien. La Cour reprend cet argument et l'accepte, tout en disant, et il le répète à plusieurs endroits dans l'arrêt, que Dogu Perinček a affirmé à plusieurs reprises que même si un débat d'historien ou un débat juridique arrivait à la conclusion que les massacres des Arméniens étaient un génocide, il ne le reconnaîtrait pas plus. Donc c'est ça qui est scandaleux dans la décision de la Cour, c'est que tout en admettant cette affirmation de Perinček, ils lui donnent le bénéfice du doute. Alors une question. Et ils ne prennent pas en considération le passé de ce personnage, c'est-à-dire que quelqu'un qui a présidé le comité Talat c'est l'équivalent de Hitler pour faire ça. Oui, mais ils le disent dans l'arrêt. Voilà, ils prennent le bénéfice du doute. Et puis bon, bien sûr, l'influence de la Turquie qui est intervenue dans le débat a eu tout son poids. Maintenant, je voudrais venir sur la portée politique quand même, parce que dans cet arrêt, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il faut pas oublier que dans cet arrêt, il y a la Cour qui, à un moment donné, prend une position qui est unique. Là aussi, elle pourrait faire jurisprudence. C'est qu'elle, sans vouloir rentrer dans le débat sur la qualification du génocide, à un moment donné, elle dit, et elle prend position, elle dit les atrocités commises par l'Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915. Cette expression, l'Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en cause la responsabilité de l'État ottoman dans ces massacres. Bon, les deux juges, non, c'est pas les dissidents justement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Ce sont ceux qui ont émis une opinion concordante, Raimondi et Sajó. Ils vont plus loin. Ils déclarent qu'il y a eu destruction d'un peuple commandité par un gouvernement. Voilà. C'est carrément la mise en cause de la responsabilité de l'État turc dans les massacres. Et ça, c'est unique. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun tribunal international qui avait dit ça. Donc, il y a des éléments positifs. Alors, maintenant, il faudrait simplement que tout ça soit confirmé par la Grande Chambre. Il ne vous reste pas grand-chose. Maintenant, vous avez tous les arguments pour convaincre votre gouvernement pour y aller. Bon, sur ce point fin et délicat, je veux pas trop m'attarder. Là, évidemment, on n'est pas né de la dernière pluie et on saura comment se comporter. La chose fondamentale que je voudrais quand même remettre en exergue, c'est le fait que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est bien une des valeurs fondamentales scellé dans le préambule de la Constitution française, mais aussi est le premier des droits fondamentaux définis par la Constitution suisse. Donc, il y a quand même des points sur lesquels on pourra faire un débat, on pourra attirer l'attention des juristes suisses. Et je suis plus que convaincu qu'une demande de recours sera déposée. Merci Sarkis Shahinian. Nous avons un auditeur en ligne avec nous. Nous allons prendre cet appel presque à la fin de cette émission. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, je ne vous entends plus. Nous vous entendons. Vous pouvez parler, madame. Je ne vous entends pas, monsieur. Allô? Allô, oui. Et maintenant? Un peu mieux, oui. Allez-y, posez votre question. Voilà, j'ai pas de question à vous poser. Je voudrais simplement
remercier tous ceux qui s'occupent de la cause arménienne, surtout Madame Valérie Boyer. Et je voulais vous dire, pour vous encourager, vous rappeler simplement que c'est David qui a vaincu Goliath. Alors continuez votre combat et ne faiblissez surtout pas. On est tous avec vous. Merci madame pour ces encouragements pour tous ceux qui sont autour de cette table. Merci. Donc voilà, donc ainsi nous terminons cette émission explicative sur le raisonnement des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la portée juridique mais également politique de cet arrêt. Et puis il y a quand même un homme heureux aujourd'hui, c'est Perinček. Qui est en prison, certes, mais qui annonce depuis sa prison, écoutez bien, la question arménienne est réglée avec l'arrêt de cette cour. Donc, nous attendons la suite pour ne pas lui donner raison à ce Perinček. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Rafik Alfayan, Sevak Torossian, Harut Mardirossian, Sarki Shahinian depuis la Suisse et Valérie Boyer qui était depuis Marseille avec nous. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.